Yann Roder, bonjour. Je vous reçois aujourd'hui en qualité de représentant de la CGT Finances Publiques. Ce matin, donc ce mardi 27 mars, vous avez organisé une manifestation. Dans quel but ? Alors plus précisément, c'était une conférence de presse et une alerte à la population. Alors vous le savez, jeudi 22 mars, nous étions mobilisés avec l'ensemble des fonctionnaires, l'ensemble des cheminots et une grande partie des salariés de notre département pour défendre le service public et pour s'opposer à la casse sociale organisée par le gouvernement Macron. Ce matin, tout particulièrement, nous voulions alerter sur la situation du service public des finances de notre département. Alors, il faut savoir que notre département est touché de plein fouet par les vagues de suppression de postes. Notre administration a perdu 37 000 emplois depuis 2010, ce qui signifie près de 250 emplois pour le département de l'Aisne. Les prévisions pour les années à venir, c'est-à-dire d'aujourd'hui à 2022, nous annoncent que nous allons perdre un poste sur 3 de notre département. Donc l'alarme que nous déclenchons aujourd'hui, l'alerte que nous posons, c'est que va devenir notre service public, que vont devenir nos emplois, et il faut que tout le monde ait bien conscience des conséquences pour notre territoire. La disparition de notre service public, c'est à la fois la disparition d'emplois, c'est la disparition de véritables agences économiques pour notre département. Je rappelle que dans notre département, 35% des salariés sont des salariés du public. Donc s'attaquer à l'emploi public, c'est enfoncer encore un peu plus l'Aisne et la ville de Laon dans la précarité et dans le chômage. Alors, vous parliez du 22 mars 2018. Alors, vous affirmez que les agents des finances publiques de l'Aisne étaient en grève à près de 50%, ce qui vous fait dire, qu'est-ce qui vous fait témoigner d'un malaise profond dans votre administration ? Alors absolument, c'est un chiffre de grève qui n'a plus été atteint depuis plus d'une décennie. À titre de comparaison, la dernière grève interprofessionnelle avait rassemblé un peu plus d'un agent sur 3 en grève sur notre département. Aujourd'hui, on dépasse plus d'un agent sur 2. Et c'est un effort considérable pour tout le monde. Beaucoup de nos collègues ont des petits salaires. Ils laissent 1/30 de leur salaire à chaque mouvement de grève. C'est vraiment un effort conséquent de leur part. Ça témoigne d'un véritable malaise social, d'une absence de dialogue social, mais aussi d'une absence de visibilité sur l'avenir proche. Et aujourd'hui, les agents des finances publiques ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, ils ne savent pas quand leur service va fermer, ils ne savent pas comment ils seront accompagnés, ils ne savent pas où ils vont atterrir, ils pourraient se retrouver très bien en dehors du département, en dehors de la région. L'inquiétude est extrêmement grave et la pression sociale est très très forte de notre administration. Alors vous dénoncez justement une absence de dialogue social, de détérioration des conditions de travail, une suppression massive de postes et surtout une disparition programmée du service public dans notre département. Vous y allez fort là. Oui, bon, on y va fort, non, c'est malheureusement la réalité des choses. Donc la réforme territoriale qui est en route depuis quelques années maintenant, la politique ministérielle aux impôts, aux finances publiques le montre aussi, et les sites ferment au fur et à mesure. Donc on a on a quand même quelques trésoreries qui ont été fermées. Donc, la dernière, c'est Ribemont, qui a donné l'occasion, là aussi, de manifestations de la part des agents des finances publiques, de contact avec le député, avec le ministre, mais malgré tout, voilà, le rouleau compresseur arrive et écrase, et toutes ces structures locales disparaissent complètement. On nous annonce là, alors officieusement, parce qu'officiellement nous n'avons aucun contact avec notre administration locale dans le département, on nous annonce la suppression des conservations des hypothèques, ce qu'on appelait maintenant, c'est maintenant des services des publicités foncières. Donc il ne resterait plus qu'une seule conservation des hypothèques dans le département au lieu des 5 actuelles, et ça sans aucune concertation bien entendu, et une décision unilatérale en disant ça sera comme ça à telle date pour l'année. Donc il y a bien disparition locale de nos sites, de l'accueil aux usagers. On peut comparer, par exemple, regarder sur quelques années le nombre de réductions de jours de fermeture des services des centres des finances publiques. Le mercredi après-midi, c'est fermé. Le vendredi après-midi, c'est fermé. Tout ça, c'est du moins pour notre public. Alors moi je reviens au dialogue social. Alors aujourd'hui devait se tenir le premier comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sous le mandat de votre nouvelle directrice, donc Madame Marchika Ricourt. Et vous avez décidé, les représentants des agents de finances publiques ont décidé de boycotter, comme vous dites, cette parodie de dialogue social. Alors, le dialogue social, il est rempli de quel côté ? Est-ce qu'il existe le dialogue social ? Quand il y a un dialogue social, il faut des projets, des discussions et voir ce qu'on peut faire et avancer ensemble. Là, il n'y a pas de dialogue social, il y a des décisions, on décide
Et puis, on nous informe. Donc, on a plus de l'information que du dialogue social. Il n'y a aucune marge de manœuvre locale. Donc, notre nouvelle directrice est arrivée dans le département début décembre et nous a consacré 1 heure aux organisations syndicales. Chaque organisation syndicale a eu le droit à 1 heure d'entrée. Depuis, c'est le silence. Donc, on n'a plus rien. Alors, des problèmes, il y en a. Il y en a tous les jours, il y en a tout le temps. Et c'est notre rôle aussi de représenter, de nous faire les porte-voix des problèmes qu'il peut y avoir, de représenter et essayer aussi d'avancer. Donc, l'administration fiscale avance, mais il faut que les agents avancent aussi, et là, on n'a rien. Donc, on ne peut pas parler d'une volonté de dialogue social, donc je ne sais même pas s'il y a un dialogue professionnel là-dedans, mais plutôt des décisions qui sont communiquées. Alors, vous dites que vos missions sont importantes et essentielles pour l'ensemble des usagers particuliers, professionnels, collectivités locales et l'État. Et vous vous dites l'outil de la solidarité nationale et des agents économiques d'importance sur notre territoire. Parce que vous dites que 35% de la population active de l'Aisne est des salariés du public. 35%? Absolument, 35%. Plus d'un actif sur 3 dans notre département travaille pour le service public. Effectivement, c'est un plan social qui ne dit pas son nom. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans l'ensemble des services publics dans notre département et dans notre pays. C'est un plan social qui ne dit pas son nom. Vous savez, notre ministre a annoncé à grand renfort de communication et de propagande médiatique qu'il allait mettre en place une grande vague de départ volontaire du service public, qu'il allait recourir massivement aux contractuels, on ne sait pas encore dans quelles conditions, et donc tout ça nous fait dire que les emplois, le travail va quitter notre département. Ça, il faut l'avoir en tête. Et ça aura un impact direct, par exemple sur la ville de Laon, qui est le siège de la direction départementale, qui risque de voir partir des centaines d'emplois. On parle de ça, on parle de centaines d'emplois qui vont quitter et la ville de Laon et le département de l'Aisne. Alors forcément, ça aura un impact sur le commerce local, ça aura un impact pour les entreprises locales et ça aura un impact pour tout le tissu social et économique de notre territoire. C'est une question qui concerne tout le monde. L'ensemble des actionnaires et l'ensemble des Lanois devraient se sentir concernés. C'est encore, une fois de plus, notre ville et notre département sont déshabillés et abandonnés par l'État. Voilà la réalité. Alors, dans votre communiqué, vous dites que vous êtes les garants de l'égalité de traitement entre les citoyens, de la bonne utilisation des fonds publics du Conseil aux collectivités locales et aux entreprises. Pourquoi les fonds publics sont mal utilisés ? Non, pas du tout mal utilisé, mais en tant que fonctionnaire, nous avons bien entendu des droits, mais aussi des obligations. Et nous avons quand même, la principale chose, c'est d'être impartial. Donc, quel que soit le citoyen ou l'entreprise qui vienne, petit citoyen, grand citoyen, petite entreprise ou grosse entreprise, le service rendu, au moins l'information et l'information donnée est la même. Elle est ouverte en permanence. Dans le domaine, le biais qui est pris actuellement, c'est voir l'intérêt de rendre service ou pas service. Une grande entreprise, on va lui dérouler le tapis rouge parce qu'il faudra lui donner rendre service, l'aider dans ses démarches, etc. Les petites entreprises, les petits artisans, l'auto-entrepreneur, entre guillemets, n'a pas d'intérêt pour les comptes de l'État. Donc le néglige, on l'oublie. Vous avez par exemple sur Chauny, où il y avait un secteur professionnel, où il y avait un accueil qui était fait, il a été fermé en début d'année. Là, dans ce centre-là, ce sont les petits artisans et les auto-entrepreneurs qui venaient se renseigner. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont comme biais pour se renseigner ? Rien que pour remplir leurs obligations. Il faut aussi voir que dans le département de l'Aisne, on a un civisme fiscal qui est important, très important. On a des gens qui sont très sérieux, qui respectent leurs droits, qui respectent leurs obligations et qui demandent à être renseignés. Et maintenant, on leur indique, allez sur impôts.gouv pour tout. Mais ce n'est pas qu'aux finances. Quand vous regardez maintenant les démarches administratives que vous pouvez faire, vous avez votre carte d'identité, votre permis de construire, votre carte grise, tout ça, c'est sur le net. Il ne faut pas relier le net, mais à un moment donné, le net ne peut pas tout faire. Et la présence humaine est indispensable. Alors justement, en parlant de présence humaine, vous dites que vous accompagnez gratuitement les usagers particuliers et professionnels. Par contre, vous dénoncez les services payants, comme par exemple la facturation de 50 € proposée par la Poste pour l'aide à la déclaration des revenus sur Internet. Je n'avais jamais entendu parler qu'il fallait de payer 50 € pour la Poste.
Alors, la Poste, c'est une entreprise commerciale, hein, donc comme toute entreprise commerciale, et tout légitimement, elle cherche à exploiter, à se développer et à créer du chiffre d'affaires. Donc, il y a des créneaux d'activité qui existent, hein, comme nous, les services publics non payants ouverts souvent sont là, se disparaissent. La Poste, qui reste encore avec un réseau très dense, va offrir des services. Elle l'a fait pour les personnes âgées, avec une cotisation. Ils peuvent aller voir nos aïeux et puis leur rendre service et nous rendre. Ils peuvent aussi faire toute leur démarche. Et maintenant, ils offriront un nouveau service, hein, donc la Poste par elle-même, un nouveau service de remplir la déclaration, de télécharger la déclaration. C'est un service proposé par la Poste. Hein, ce sont alors, pas 50, les facteurs. 50 € pour l'aide à la déclaration des revenus sur Internet. Voilà, 50 Et moi, quand euros. je fais ma déclaration de revenus, c'est gratuit sur Internet ou je vais à la cité administrative. Voilà, alors c'est gratuit sur Internet si vous pouvez le faire et si vous avez les capacités de le faire. C'est gratuit si c'est à la cité administrative. À partir de là, à partir du moment où la cité administrative n'est pas fermée et que vous arrivez dans les délais et que vous êtes coincé et que vous n'avez plus personne en face de vous, vous vous retournez vers qui propose. Et qui est plus près que la Poste ou les services publics? Nos facteurs sont très présents et ils rendent des multitudes de services à notre population, surtout en milieu rural, hein, et donc qui sont naturellement des interlocuteurs privilégiés parce qu'ils vont pouvoir aider une petite chose. Donc ça, c'est... Et gratuite. Et là, ça sera plus gratuit. Alors, ce qu'il faisait actuellement, maintenant, tout sera facturé parce que la Poste, il ne faut pas l'oublier maintenant, c'est une entreprise commerciale et qui doit monter son chiffre d'affaires et compenser la perte des plis. Alors, Yann Ruder, vous dénonciez tout à l'heure les conditions de travail, les suppressions massives de postes. Et comment vous allez lutter contre l'évasion et la fraude fiscale qui coûtent à l'ensemble des Français 80 milliards d'euros par an? Alors c'est un sujet crucial, hein. On en parle souvent, on en entend beaucoup parler. L'évasion fiscale, 80 milliards par an, c'est un problème majeur de notre pays. Et c'est à notre administration d'essayer de ramener ces ressources dans le giron de l'État. C'est le job de notre administration, ça fait partie de nos missions. Or, comment est-ce qu'on va nous expliquer qu'on va être en possibilité, nous, l'administration fiscale, de lutter contre l'évasion fiscale en coupant en 2 ou en 3 nos effectifs? Surtout que vous dites qu'il va y avoir 20 000 nouvelles suppressions d'emplois, sur le plan national, hein, bien sûr, prévues par le gouvernement dans le but de la CAP 22. Alors absolument, hein, c'est ce qui nous est annoncé, c'est ce qui remonte des différentes discussions qui ont eu lieu entre le gouvernement et nos représentants syndicaux nationaux, c'est-à-dire 20 000 suppressions d'emplois entre aujourd'hui et la fin du quinquennat Macron. Et dans l'Aisne, 200 Et donc emplois. ça fait 200 pour l'Aisne, un emploi sur 3 qui disparaît, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc effectivement, la mission contrôle fiscal, la lutte contre l'évasion fiscale n'est clairement aujourd'hui plus une priorité pour le gouvernement et pour notre administration. Voilà, c'est une réalité que nous dénonçons. Pour vous, c'est un plan social ? C'est tout à fait un plan social. Alors je reviens un peu sur le déficit, parce que 80 milliards d'évasion fiscale ou de fraude fiscale, c'est l'équivalent du déficit. Hein. Donc imaginez-vous, il n'y aurait plus de déficit budgétaire. Les deux, hein, c'est quand même, ça change quand même tout à fait les choses. Alors c'est un problème qui est reconnu par tout le monde, hein, y compris à l'Europe. Donc il y a des lois, hein, des lois fiscales qui sont faites avec des passerelles, des petits trous qui permettent à des sociétés de faire de l'évasion fiscale en toute légalité. Et après, vous avez des gens qui font de la fraude fiscale. Bon, ça a toujours existé, ça existe toujours. Et nous sommes là, nous, l'ensemble des agents de la DGFiP, pour essayer hein, on n'est qu'un maillon dans l'échelle, essayer de lutter contre cette fraude fiscale. Imaginez-vous que si tout le monde déclarait et payait ce qui est dû, hein, comme tout citoyen, l'impôt pourrait baisser, quoi. Au final. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme position administrative par rapport à l'administration et le gouvernement actuellement? C'est d'augmenter la CSG de nos retraités, de diminuer les prélèvements fiscaux des gens qui sont à l'impôt sur la fortune et la contribution des valeurs mobilières. C'est tout à fait l'inverse de ce qu'il faut, quoi. Voilà. Et pour vous, avec la fermeture des trésoreries dans les petites communes, est-ce que c'est la disparition du commerce aussi ? Alors, vous avez des lieux de vie, hein, qui existent dans les communes, dans les villages. Hein, ce sont les écoles, ce sont les établissements publics, ce sont les mairies, ce sont les commerces. Quand vous cassez cette chaîne-là, automatiquement, vous avez une chute de lieux de vie, de vivre ensemble. Donc, un impact économique important, en fait. Un impact économique important, au-delà de ce que tu disais, Yann, tout à l'heure, avec le poids de l'emploi public dans le département. Bon, les plus gros employeurs, ce sont les hôpitaux. Hein. Vous avez les hôpitaux et les villes. Les plus gros employeurs, c'est là. Au-delà de ça, quand vous supprimez une trésorerie, quand vous supprimez un centre de services publics, des finances publiques, quand vous supprimez quelque chose, automatiquement, ça a un impact sur la vie. Les gens s'en vont,
il n'y a plus d'attractivité, vous ne faites pas venir les jeunes, la population vieillit. Vous regardez dans le nord du département, il y a quelques mois, il y a eu un reportage qui a été fait avec un camping-car qui circulait à travers le nord du département pour aller au renseignement, pour donner des renseignements aux gens. Voilà la rencontre de la population. Rencontre de la population et faire des services administratifs. Et les gens qui étaient là, c'est des gens comme vous et moi. C'était une initiative du préfet. Ah non, c'est une initiative de la communauté de communes, pas du préfet. Parce que le financement de ça, il faut remettre les choses telles qu'elles sont. Le financement, le camping-car, il est payé par la communauté de communes. Les 2 personnes qui aident, vous avez un contrat aidé, je ne sais pas s'il existe encore actuellement, plus un contrat à durée déterminée. Donc ce sont des gens tout à fait compétents, certainement, mais qui ont leur contrat eux-mêmes liés et indépendants. Donc on ne peut pas faire du service public quand on n'a pas la sûreté, les connaissances, ni la formation. De tout ce qu'on peut avoir. Yann Ruder, vous qui touchez aussi un petit peu à la politique locale, est-ce qu'on peut dire que notre département est en grande difficulté sociale ? Absolument, on a un taux de chômage très supérieur à la moyenne nationale, au-dessus de 15%. On a un taux de population qui vit sous le seuil de pauvreté très important, aux alentours de 22%. Donc effectivement, nous, on revendique le fait que notre département est dans une problématique particulière et très profonde. Et donc, nous voulons un traitement particulier pour ce département. Et donc, nous demandons très clairement un moratoire sur les suppressions de postes et sur les restructurations du service public. Parce que si notre département est en grande difficulté, il est du devoir de la République française d'assurer à tous ses citoyens un traitement égal. Et aujourd'hui, nous sommes délaissés pour compte. Et ça, nous le combattons férocement. Dans votre communiqué de presse, vous mettez « Nous refusons que la population de ce département soit abandonnée et livrée à elle-même ». Voilà, oui, pour illustrer ce cas-là, on peut citer par exemple l'exemple des domaines. Les domaines, donc, dans chaque département, il y avait un service des domaines qui existait et qui était chargé de l'évaluation des biens communaux avant la vente, etc. Dès l'année dernière, dans le département de l'Aisne, nous n'avons plus aucun évaluateur. Ils sont partis dans l'Oise. On est un des rares départements à avoir cette situation atypique où il n'y a pas d'évaluateur du domaine dans le département pour répondre aux demandes des collectivités locales. Donc ça, c'est un événement qui montre un très net recul de l'administration des finances, mais il n'y a pas que cette administration-là, la nôtre, qui recule, et c'est un retrait complet. Alors, le sens du service public, tel qu'on le vend et qui est notre âme et nos valeurs, c'est aussi, comme le disait Yann, une équité de traitement pour l'ensemble de la population, et partout sur tout le territoire. Pourquoi le département de l'Aisne, qui serait ou pauvre, ou trop rural, ou pas assez riche, ne disposerait pas des mêmes outils, de la même équité de traitement que le département, par exemple, on peut citer du Nord, à la ville de Lille, là, qui reprend toutes les administrations et qui, elle, commence à être surdimensionnée. Le département de l'Aisne connaît diverses désertifications, je pense la désertification médicale. Est-ce qu'on peut dire qu'on va avoir une désertification de la fonction publique ? Écoutez, ça en prend le chemin. Si on n'est aujourd'hui pas en capacité de se mobiliser tous ensemble, à savoir l'ensemble de la population, des élus locaux, des organisations syndicales et de tous ceux qui sont partie prenante dans la vie sociale et économique de notre territoire, c'est un risque réel. Donc aujourd'hui, nous, on essaie de combattre cet état de fait, on essaie de combattre ce qui paraît être un rouleau compresseur, mais j'ai envie de dire, et de finir sur une note positive, la mobilisation, elle commence à prendre de l'ampleur. Beaucoup de gens ont de plus en plus conscience de la problématique et sont de plus en plus enclins à se mobiliser avec nous. Et donc nous, on pense que tout n'est pas perdu et qu'on a besoin de se bagarrer maintenant tous ensemble pour mettre un frein et dire stop. Voilà, nous disons stop. Ne va-t-on pas vers une disparition de département au profit d'une région ? Alors, on y est déjà depuis longtemps. Notre ministre, M. Darmanin, l'a dit très clairement, s'il y a pu y avoir des fusions de communes, de départements, il va favoriser tout ça. Alors, pour revenir sur cette diversification, regardez actuellement, aujourd'hui, la justice, donc le tribunal des affaires sociales, où il y en avait un peu partout. La nouvelle carte judiciaire, déjà. Voilà, on centralise. La carte judiciaire, on a déjà beaucoup perdu. Donc, les conseillers des prud'hommes, ça devient de plus en plus difficile de se défendre auprès du prud'homme, alors que c'était une justice qui était quand même accessible à tous. On va vers une privatisation, entre guillemets, ou une spécialisation qui éloigne l'usager du service public, alors que le service public est là pour tout le monde. Alors, en conclusion, messieurs, vous refusez le démantèlement annoncé de tous vos services, en fait.
plus que ça, plus que le refus du démantèlement, parce que ça c'est quelque chose qui est incompréhensible, c'est aussi la nécessité de nos services publics. La nécessité des services publics, c'est pour tout le monde. Un usager qui a besoin d'un renseignement, je pense qu'on est là. Vous avez la gendarmerie qui doit être présente, vous avez le médecin qui doit être présent, l'hôpital qui doit être présent. C'est dans notre vie sociale quelque chose qui est indispensable. Les services publics ne sont pas une charge pour l'ensemble de la population, mais un service rendu. Donc, bien entendu, il y a des citoyens qui peuvent se permettre tout et avoir tout cela, mais tout le monde n'est pas au même niveau de richesse et de connaissance. Et le service public a au moins cet avantage, c'est qu'il offre des services à tous les citoyens, tous sans qu'il y ait de distinction de richesse ou d'appartenance. Oui, mais en préfecture, je vois par exemple, il n'y a plus de guichet ouvert pour les cartes grises, les permis de conduire, parce qu'on passe par la NTS, mais il y a quand même des points relais administratifs. Pour l'instant, des points relais administratifs pour faire le passage. Mais dans 2 ans, dans 3 ans, qu'est-ce que ça va devenir? Regardez, on peut voir une évolution comme ça par rapport aux finances publiques, on connaît un peu mieux l'évolution. On avait, il y a quelques années, pour les professionnels, proposé 2 systèmes, le système papier et le système informatique. Maintenant, le seul système qui existe et qui est obligatoire, c'est le système informatique. Si quelqu'un n'est pas dans le système informatique, eh ben, tant pis pour lui, il est pénalisé. Ça ne peut pas correspondre à une vie en société, du vivre ensemble. Ça ne correspond pas du tout à la vie de nos citoyens, aux besoins de nos citoyens. Mais quelle que soit la région, ce n'est pas parce qu'on a un département rural que ça existe. Vous avez en ville des quartiers qui ont besoin d'une présence. Il y a des quartiers où il n'y a pas assez de présence. Je vois dans la région parisienne, on est demandeur, nous aussi, de création de centres des finances publiques, de création de services publics pour répondre aux besoins. Donc, si l'État n'est pas présent à travers ces services publics, qu'en reste-t-il de l'État? Yann Reuter, votre conclusion? Écoutez, nous aujourd'hui, on est clairement dans la lutte. On est loin d'avoir baissé pavillon et en tout cas, on refusera de disparaître en silence. On se battra pied à pied contre toutes ces réformes. Je le redis, on demande un moratoire sur les suppressions de postes et sur les restructurations dans l'Aisne. Notre mobilisation le 22 mars a été un franc succès. Plus de 52% de grévistes dans notre administration. Des beaux cortèges dans tout le département de l'Aisne. On est mobilisé, on est présent, on a des forces, on a encore des atouts à faire valoir et on n'a pas encore disparu. Merci messieurs. Merci. Et on suivra l'affaire. Merci beaucoup à vous.